Alors pour rappel, on a déjà vu les fonctions d'ordre supérieur et il y a de ça quelques cours. Vous avez ici la définition des fonctions d'ordre supérieur que je vous laisse lire. Il est possible d'appliquer des fonctions d'ordre supérieur aux listes. Je vais maintenant parler de deux petits exemples que vous connaissez peut-être. Le premier est la fonction map. La fonction map, excusez-moi, c'est pas très bien écrit, je vais le réécrire. La fonction map, qui est une fonction qui appartient à la classe list, va appliquer une fonction à tous les éléments d'une liste. Lorsqu'on a par exemple, imaginez on a une liste d'entiers, on souhaite ajouter 1 à tous les éléments de la liste, eh bien on peut faire un map auquel on va passer une fonction qui va rajouter 1 à tous ces éléments de la liste. Apply an operation to every list element. Une autre manière de penser aux listes avec les fonctions d'ordre supérieur, c'est par exemple avec la fonction filter. La fonction filter, eh bien, elle va retourner tous les éléments d'une liste qui, en fait, correspondent à un prédicat. Prédicat qui sera passé en argument de cette fonction. Pour rappel, un prédicat est une fonction qui retourne une valeur booléenne. Nous allons faire un exemple de ça dans quelques slides. Alors, on retrouve ici les fonctions d'ordre supérieur les plus utilisées sur les listes. On a le map et le filter que je viens d'expliquer. Et puis, on a ici un ensemble de fonctions, reduce left right, fold left right et fold right, qui en fait sont des fonctions d'ordre supérieur extrêmement puissantes et assez spéciales sur les listes et qui vont nous occuper pour la suite de ce cours. Commençons par regarder la fonction map. La fonction map, que fait-elle? Eh bien, elle fabrique une nouvelle collection en appliquant une fonction donnée à chaque élément de la liste et elle produit une nouvelle liste avec ces nouveaux éléments. Alors, ça paraît simple à expliquer sur le papier, mais si on regarde le prototype de la fonction lui-même n'est pas si trivial que ça. Alors, on voit que map, ici la fonction map, est générique en B et elle reçoit une fonction f, je vois que c'est une fonction à cause de la flèche qui est là, fonction f qui elle prend un élément de type A et fabrique un élément de type B. Au final, l'application de map s'évalue à une liste de type B. Donc ça signifie qu'on va appliquer la fonction map à une liste de type A et on va fabriquer une liste de type B avec, attention, potentiellement A qui peut être la même chose que B. Ceci étant dit, voilà, considérons maintenant quelques exemples en dessous ici. Partons d'une liste L qui contient des entiers. Lorsque j'applique mon map, eh bien, je vais passer une fonction qui est ici donnée là, qui à x un int va faire correspondre x fois 2. Lors de l'évaluation, je vais obtenir une nouvelle liste dont les éléments seront doublés. Au point 2 en dessous, on a exactement la même fonction qui est passée en argument. On a simplement ici, à cet endroit-là, on a omis de remettre le type comme en au-dessus. Le compilateur est capable d'inférer ça. Le résultat de l'évaluation de cette fonction est exactement la même chose. Au point 3, on remarque qu'on a de nouveau la même chose, où cette fois-ci, on a omis les parenthèses. Au point 4, on retrouve cet underscore qui ici signifie, eh bien, j'ai pas besoin de donner un nom à ma fonction et je ne souhaite pas le faire. Personnellement, je vous déconseille d'utiliser cette dernière syntaxe, parce qu'en fait, elle est peut-être courte, mais elle n'est pas forcément très lisible.
Donc ça, c'était pour l'usage de base de la fonction map. Maintenant, si on regarde les exemples ici dessous, eh bien, on remarque que dans cet exemple ici, numéro 5, le map va nous mapper en fait une liste d'entiers vers une liste de doubles. Ici, dans ce cas-là, le type B du prototype est double. En retour, on aura ici une liste de doubles. En dessous, eh bien, on aura une liste de strings comme valeur produite, dont le contenu sera, eh bien, etc. Finalement, dans le dernier des cas, qui est le cas numéro 7 ici dessous, eh bien, on aura une liste de vrais et de faux en fonction des valeurs qui sont dans la liste. Donc si les nombres sont pairs, on aura true, s'ils sont impairs, on aura false. On aura donc une liste qui sera la liste suivante. Pour le premier, false, true, false, true, 1, 2, 3, 4, et encore un autre, false, en fonction des valeurs de la liste. La fonction filter. Alors la fonction filter, eh bien, elle est un peu plus simple parce que la fonction filter, en fait, elle prend une fonction en argument qui, à un A, fait correspondre un booléen. Donc ça, c'est un prédicat. Et ce prédicat-là va nous produire une liste de A. Et cette fonction filter, ce qu'elle fait, en fait, c'est elle sélectionne tous les éléments d'une liste qui satisfont le prédicat. Alors, par exemple, si j'ai une liste de nombres, imaginons la liste 5, 1, 4, 3, 2, eh bien, je peux appeler la fonction filter avec la syntaxe suivante, quelque chose comme ça, qui à x fait correspondre x plus grand que 2. Et ça va s'évaluer à la liste suivante, la liste qui contient tous les éléments qui sont plus grands que 2, à savoir ici 5, 4, 3. Je peux composer les fonctions, donc je peux par exemple reprendre mon filter qui est là. Alors, juste pour l'exercice ici, j'utilise la syntaxe très raccourcie. Même si je la déconseille, on peut quand même l'utiliser si vous le souhaitez. Et bien ici, ce que je fais, c'est que je compose la fonction, les deux fonctions ensemble. Donc je vais d'abord filtrer puis mapper. Donc sur le résultat qui a été filtré, eh bien, je rajoute 1 à tous les éléments. Ça fonctionne bien entendu avec d'autres choses que des types numériques. Je peux avoir par exemple une liste de fruits. Alors, avec dedans des oranges, des pêches, une pomme, et admettons encore une banane. Et puis, je peux appliquer un prédicat, comme par exemple start with A. Alors, la méthode start with existe sur les strings et elle est un prédicat qui dit si oui ou non un string commence par une lettre donnée ou une sous-séquence donnée, et ici en l'occurrence, bien ça va me retourner la liste des fruits qui contiennent un A au début, enfin qui commence par A, c'est-à-dire une liste, un seul élément ici qui sera la liste avec la pomme. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus compliqué avec la fonction reduceLeft. La fonction reduceLeft, dont vous avez le prototype ici, fait la chose suivante. Elle prend tout d'abord
hop, un opérateur qui a deux éléments B et A produit un élément B à partir de ces deux éléments. Et elle produit non pas une liste, mais un B. On constate ici qu'il y a une petite subtilité, c'est que la généricité nous indique là que le type de B doit être un surtype de A ou A lui-même. C'est ce qu'on appelle un lower bound. Donc en fait, ce reduce left va fabriquer un élément à partir des éléments de la liste en insérant l'opérateur qui est donné par hop ici entre les éléments consécutifs de la liste de gauche à droite. Regardons en dessous ce que ça donne ici. Donc on a une liste d'éléments x1, x2, x3, blablabla, jusqu'à xn, à laquelle on va appliquer reduce left avec hop en argument. Ça correspond en fait à appliquer hop entre les deux premiers éléments x1, x2, puis de réappliquer hop entre le résultat qu'on va appeler ici R1 et x3. Et ainsi de suite, avec x1 jusqu'à xn, les éléments de la liste. Concrètement, si on regarde ça avec un exemple, imaginons qu'on parte avec une liste comme celle-ci, pardon, une liste qui contient des éléments entiers. Eh bien, lorsque on applique un reduce left à cette liste, eh bien, on doit tout d'abord donner une fonction à deux arguments. Ici, dans ce cas-là, c'est simple, je donne des arguments les deux de type int, ce qui fait que A et B seront que des int. Et ici, ce que je fais, c'est dire que je vais appliquer l'opérateur plus entre les éléments consécutifs de la liste. Concrètement, ça va donner la chose suivante sur ma liste. Je vais tout d'abord avoir 4 et 1, auquel je vais appliquer l'opérateur plus. Puis, lorsque j'aurai fait cette opération-là, eh bien, je vais faire ça avec l'élément suivant. Je vais faire un plus entre le résultat de ça et le 12. Puis, encore un plus entre le résultat de ça et 7. Lorsque je vais évaluer tout ça, ça va me donner 4 et 1, 5. Lorsque je vais évaluer cette partie-là, 5 et 12, ça va me donner 17. Et lorsque finalement je vais évaluer le 17 plus 7, eh bien le tout va valoir 24. Voilà comment fonctionne une réduction. Je vous propose maintenant de regarder des exemples un peu plus compliqués à l'aide d'un bout de code. Pour cet exemple un peu plus compliqué, je repars de la liste que j'ai présentée dans les slides, et puis je vais vous montrer comment on peut trouver le maximum de cette liste. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la fonction max qui existe sur les int. Lorsque j'utilise cette fonction max sur les int, eh bien, ça me retourne le plus grand des deux. Je vous rappelle que en fait, cela correspond à cet appel de fonction, donc sur ça qui est un objet de la classe int, sur laquelle il y a la méthode max qui existe, qui prend également un int. Donc, ceci étant dit, je souhaite maintenant appliquer cette fonction et voir un peu ce qui se passe. Pour faire ça, du coup, je vais faire une version verbeuse de max, dans laquelle, en fait, bien max, mon verbeuse max va recevoir deux entiers, produire un entier sans surprise, et le résultat va être quelque chose comme x max y. Voilà. Et puis, eh bien, même si on ne le fait pas traditionnellement, je vais ici afficher sur la console ce que fait la fonction. Pour faire cet affichage, je vais utiliser une petite subtilité qui s'appelle l'interpolation de string. Interpolation de string qui me permet d'éviter de devoir concaténer à l'aide d'un plus mes strings. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc on dit qu'on a un string, je rajoute le s devant pour dire que je souhaite interpoler ce string. Et puis maintenant, toutes les valeurs qui seront préfixées par $ seront évaluées à l'intérieur du string lors de l'exécution. Et donc en fait, ici je vais avoir la chose suivante, je vais dire quelque chose comme compared x to y,
et winner was larger. Et ça, en fait, eh bien, ça va ici afficher la valeur de x, là, la valeur de y, et là, la valeur de winner. Maintenant, je peux faire ma réduction à gauche avec cette fonction verbosemax qui est là. Si maintenant j'exécute ça, eh bien, voilà, on a ici le résultat détaillé avec les différentes opérations. Donc, notre liste commence par les éléments 4 et 1. 4 et 1 ici sont comparés, 4 était plus large. On compare ensuite 4 et 12, les deux éléments, donc le résultat de cette comparaison et de l'élément suivant, 4 à 12, 12 était plus large. Et on continue jusqu'à la fin pour avoir comme résultat d'évaluation finale 12, 12 qui est la valeur la plus grande de cette liste. La fonction reduceRight est la fonction symétrique de la fonction reduceLeft que nous avons vue tout à l'heure. Et puis cette fonction reduceRight, eh bien, elle va de droite à gauche au lieu de gauche à droite. Le résultat est donc accumulé dans le deuxième argument et pas dans le premier. Si on regarde le petit dessin que j'ai fait là, eh bien, on voit qu'on commence par la paire finale plutôt que par les deux premiers éléments. Alors, si on prend un petit exemple, eh bien, si on a une liste, par exemple une liste de string, pourquoi pas, et que l'on fait une opération comme ABC reduce right avec ici x un string, y un string, et qui nous retourne par exemple x plus y, eh bien on va obtenir la liste. En prenant les deux éléments du fond, tout d'abord ça va nous donner BC, auquel on va ensuite faire A+, et on va avoir finalement le string ABC en résultat. Notez au passage que d'avoir fait un reduce right ou un reduce left ici donne le même résultat.